Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. Bon, on va débriefer l'étape numéro 8 de ce Tour de France 2022. Je pense vidéo qui va pas être très longue parce que cette étape ne m'a pas vraiment passionné, mais on reviendra là-dessus. Avec pourtant un sprint, un scénario pas totalement prévisible ce matin. On reviendra bien entendu sur le bilan des Bleus top flop, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre à me dire ce que vous avez pensé de cette étape, si elle vous a plu, si elle vous a déçu, de parler de coureurs dont j'aurais pas signalé le nom dans cette vidéo. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, mais également l'Euro de football. Notamment, on parlera de 2 matchs demain. Sur cet Euro de football, notamment le match de la Suède, qui va être un match, je pense, assez intéressant, si vous regardez la télé ce soir. Du côté de cette étape donc d'un point de vue assez surprenante, parce qu'on a eu un sprint, et c'est vrai qu'on s'attendait un peu plus à avoir une échappée. C'est vrai que moi j'avais plutôt prédit l'échappée. Pourquoi j'avais prédit l'échappée? Parce que je pensais que le peloton était fatigué, parce que l'étape... Bon, le final n'était pas non plus foufou en termes de difficulté, donc c'est vrai que pour faire des écarts, je me disais, bon, c'est quand même gâcher beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Il semble quand même que beaucoup d'équipes ont décidé de gâcher de l'énergie pour pas grand-chose, je pense notamment à UAE, que la Bike Exchange roule, bon, ça me pose pas de problème, c'est un peu leur seul moyen d'être connu sur ce Tour de France. Déjà que Jumbo roule, bon, certes, on a des certitudes avec Van Aert, mais il y a aussi un maillot jaune à aller chercher normalement. Et que UAE roule, alors là, pour moi, j'étais un peu sur le cul parce que bon, Pogacar, je pense qu'il a d'autres moyens de s'imposer et qu'il ne peut pas gagner toutes les étapes non plus, Pogacar. Et ça s'est vu aujourd'hui qu'il ne pouvait pas gagner. Et puis la chute aussi, je pense qu'il y a eu des conséquences sur le déroulement de la course. Alors une chute qui s'est passée à 150 km de l'arrivée. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas vu en direct, je l'ai vu en replay cette chute, vu que j'étais en train de faire la présentation de l'étape de demain à ce moment-là de la course. Et une grosse chute qui a coupé le peloton en deux pendant une dizaine de kilomètres. Avec notamment Quintana qui a fait un gros vol plané. Je crois qu'il y avait un Groupama, je ne sais pas si c'était Gaudu. J'avais l'impression que c'était Gaudu pourtant, mais il y avait un Groupama dans le fossé. Romain Bardet a cassé sa cale, Thibaut Pinot est tombé, enfin voilà, il s'est passé plein de choses. Et c'est pile au moment où l'échappée est sortie. Donc je pense qu'on n'a pas eu un groupe plus conséquent aussi devant parce que on s'est retrouvé à avoir la chute et que le temps de remettre un petit peu tout dans l'ordre, ça a mis 10-15 km et qu'après c'était trop tard pour partir en échappée, mais l'échappée n'a jamais eu beaucoup d'avance. Je vais vous donner ma note de l'étape, 8 sur 20. J'ai pas pris de plaisir à regarder cette étape. Je me suis ennuyé. Très clairement, je me suis ennuyé. Il n'y avait pas de... Enfin voilà, j'ai pas vu un truc vraiment hyper fun. C'est-à-dire que, bon, vous allez me dire les derniers kilomètres, oui, mais c'était plus intéressant hier, par exemple. La montée de Lausanne, on s'est quand même beaucoup de regarder dans cette montée parce que c'était difficile de faire la différence. Les 50 derniers kilomètres, vraiment pas hyper passionnant. Voilà, la descente sur Lausanne, c'était pas non plus fantastique. Donc ouais, non, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. Voilà, très clairement, moi j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Malgré l'échappée, malgré le fait que Cataneo se batte, hein, c'est vrai que l'échappée s'est bien battue, parce que j'en parle pas plus tard. Donc Fred White et Mattia Cataneo ont vraiment fait du bon job et se sont vraiment battus jusqu'au bout, mais vraiment, le parcours me plaisait pas des masses sur cette étape et un peu pareil que demain. Mais demain, le parcours m'intéresse pas plus. Mais l'étape, j'ai pas pris de plaisir. C'est pas le style d'étape qui me plaît. Le sprint, c'est très linéaire, donc il y a pas grand chose à commenter en plus. Et puis, je pense que la réalisation aussi a peut-être fait, parce que c'est vrai qu'il y a des... Bon. Vous allez me dire, je critique encore France Télévisions et autres, mais Anthony Forestier, les plans de 2 secondes. Ça file la jarbasse au bout d'un moment.
C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé rester un peu plus longtemps sur Thibaut Pinot. Vu qu'il se passait rien, t'avais aucun intérêt à regarder le peloton. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même plusieurs moments de réalisation où il y a eu des ratés. Je pense l'étape de Roubaix, par exemple, il y a des éléments qu'on n'a pas vus, on aurait dû les voir. Je pense notamment à Ben O'Connor et sa chute, on aurait dû le voir. On n'est pas resté très longtemps sur Ben O'Connor, alors que c'était quand même un leader important qui perd du temps. Mais comme on n'avait pas suivi beaucoup de temps la remontée de Vlasov lors de l'étape de Longwy, qu'on n'a pas beaucoup suivi Vlasov, notamment sur l'étape de Longwy, alors que moi j'aurais préféré qu'on suive Vlasov. J'ai rien contre Kemna, hein, mais c'est intéressant de suivre Vlasov. Ils tentent des plans de caméra très resserrés sur les coureurs. Je suis pas sûr que c'est un intérêt fantastique. Et surtout là, sur cette étape, ça aurait été sympa d'avoir peut-être des images d'hélico, quoi, parce que vraiment je me faisais chier, hein. Mais d'avoir un peu de variété de plans, on avait toujours les mêmes plans, quoi. Le plan à l'arrière du groupe, le plan à l'avant du peloton, toujours les mêmes largeurs de plan, toujours les mêmes valeurs de plan. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en réalisation, c'était les mêmes valeurs de plan, c'est-à-dire la même taille. J'aurais aimé des plans un petit peu différents. Alors, qui tentent des choses, notamment avec le plan resserré, bon c'est bien. Le problème c'est qu'on reste 10 secondes sur un plan resserré alors qu'on aimerait voir d'autres choses. Mais là, c'était les mêmes valeurs de plan et je trouve que surtout il n'arrive pas à faire des plans jolis. C'est-à-dire que là, par exemple, même le plan resserré sur Kamna, ça fait un peu école de réalisation niveau 3ème, quoi. Enfin, ça fait un peu, je tente de faire un gros plan, mais le gros plan est pas hyper joli. En plus, c'est ne pas prendre en compte la difficulté de faire un gros plan déjà en temps normal, parce qu'un gros plan, t'as tendance à trembler, donc c'est pas simple. Ramène ça au fait d'être debout sur une moto qui n'avance pas très vite, qui a du mal à trouver l'équilibre, parce qu'on est dans une montée qu'on roule à 10 à l'heure. C'est quand même demander beaucoup de choses au caméraman, je trouve. Du côté d'Anthony Forestier. Et puis les plans, je trouve que par exemple Jean Morissoc, si on prend son prédécesseur, il arrivait à faire des plans hyper jolis. Je pense notamment, alors, il y a son plan exceptionnel, c'est le travelling à Imola sur les championnats du monde, qui est exceptionnel chez les filles et chez les garçons. Mais il arrivait à faire des plans très jolis. Et à mettre en valeur les courants grâce des coureurs, grâce à la beauté des plans, et puis même les plans sur les monuments. Il est arrivé à faire des trucs jolis avec les plans sur les monuments. Là, j'ai l'impression que les monuments, on les filme de la même manière à chaque fois. Enfin voilà, je pense que la réalisation, sur une étape où il y a beaucoup de choses qui se passent, la réalisation, je me concentre pas énormément, je me concentre surtout sur la course. Mais là, comme il se passait pas grand chose, je me suis concentré sur la réalisation et c'est vrai que c'était pas foufou. Et là, on peut même pas dire c'est la faute de France Télévisions parce que c'est aussi la réalisation internationale. Alors certes, France Télévisions a un canal spécial pour notamment les plans de monuments, mais les plans de course, c'est la réalisation internationale et donc Eurosport a les mêmes plans de caméra. Et puis je trouve, notamment sur l'étape des pavés, mais sur l'étape du Cap Blanc-Nez, on voyait rien en fait. C'était un peu un raté, je trouve, en termes de... Le Cap Blanc-Nez, c'est un gros raté, hein. Le fait qu'on rate ce qui se passe dans le premier virage, alors que, bon, tu regardais sur Internet, tu le voyais, ce virage-là, qu'il pouvait se passer des choses, puis qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Pogacar, enfin, plein de paramètres. Bon, j'en ai fini de ma note de l'étape et de la réalisation. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on va aller assez vite parce que les Bleus se sont pas énormément montrés aujourd'hui. Moi, j'en ai mis 2 aujourd'hui, hein, des Bleus. Benjamin Thomas, pardon, j'allais dire Guérin Thomas. Benjamin Thomas, 7ème aujourd'hui. C'est le type d'arrivée qui lui convient bien. Alors qui aurait encore mieux convenu à un Brian Cocard, hein, ça y a pas à dire. Je pense que Brian Cocard, il aurait pu être avec Matthews. Pour le sprint et avec Van Aert, ça nous donne des regrets, hein, forcément. Mais beau sprint quand même de Benjamin Thomas parce qu'il est derrière des bons coureurs. C'est monté vite en plus aujourd'hui, hein, pour Benjamin Thomas. Ça confirme le fait qu'on avait vu, notamment sur l'étoile de Bessage, de dire qu'il a pas mal progressé en boss, Benjamin Thomas. Et là, ça se voit que ça se voit parce qu'il y a encore 2 ans, il n'aurait pas été performant sur ce type d'arrivée. Il a vraiment progressé en boss. Peut-être aussi qu'il a progressé sur les hautes intensités, très hautes intensités cardiaques avec la piste. Je rappelle que Benjamin Thomas fait quand même notamment l'américaine et la course au point, donc qui sont des épreuves où il y a un enchaînement d'efforts à haute intensité. Donc peut-être que ça lui a permis également de progresser en boss. Je dis pas en montagne, sur les bosses.
Mais oui, il a fait un bon sprint, surtout qu'il n'est pas vraiment aidé par Guillaume Martin sur son sprint. Donc voilà, c'est un peu dommageable que Guillaume Martin soit pas un peu plus bossé pour Benjamin Thomas. Il a dû faire seul, surtout Geschke et Izagirre avaient lâché avant. Donc voilà, plutôt un sprint quand même intéressant. C'est toujours bien. Je vais reprendre la phrase de Monsieur Clown, Monsieur Jérôme Pinault. C'est quand même toujours bien d'avoir un coureur dans le top 10. Hein, d'avoir un petit coureur dans le premier classement pour les Français. C'est toujours intéressant. On peut parler des autres Français rapidement. Hein. Gaudu, Martin, Bardet ont fini dans le bon premier groupe. Comme Burgoto et Warren Barguil qui ont fini dans le premier groupe. Alors Corélien Paré-Pinte, lui a fini à 18 secondes. Donc ce qui fait qu'au général, Paré-Pinte perd une position dépassée par Guillaume Martin. Il est 15e désormais, Paré-Pinte à 3,08. Guillaume Martin est 14e à 3,02. C'est encore des coureurs qui peuvent se dire qu'ils peuvent faire un top 10 pour le moment au niveau du général. J'ai pas vu non plus Paulès, mais il a pas. Non, il a fini dans le bon classement, Paulès. Du côté du bonnet d'âne, on va aller assez rapidement. Et bien c'est Thibaut Pinot, c'est avec 3 chutes dans la même journée. Ça cognasse un petit peu sur l'arrière du crâne. Pour Thibaut Pinot, jamais 203. Hein. Ça, c'est vrai que c'est l'expression du jour pour Thibaut Pinot. C'est frustrant parce que sur la première chute, bon, il peut rien. Sur la deuxième, bon, on n'a pas vu d'image d'hélicoptère de la chute de Thibaut Pinot, mais là, c'est peut-être une petite erreur de sa faute à l'arrière du peloton, voilà, où il s'en mêle un petit peu les pinceaux. La troisième, c'est pas non plus de sa faute. Je suis même assez surpris. Que ça arrive, ce type de la musette dans la gueule quand même. Bon, l'assistant a un peu chié dans un col du côté de la Trek parce que, c'est la première fois que je vois ça, que l'assistant fout la musette dans la gueule d'un autre coureur. J'ai déjà vu les assistants qui se retrouvent au milieu du peloton parce qu'ils se sont mis trop au milieu de la route. Ça, j'ai déjà vu. Mais l'assistant qui fout la musette dans la gueule à un autre coureur d'une autre équipe, ça c'est la première fois que je vois ça. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça. Et c'est sûr que sur le coup, oui, il s'est pris une baffe dans la gueule, quoi. Et ça fait jamais du bien. Et je pense que ça l'a un petit peu énervé. Puis ça l'a. Ce qui est dommageable, c'est que ça l'a obligé à faire des efforts sur une étape où, Pinot, il aurait dû être tranquille, où il aurait peut-être pu même aider Gaudu dans le final, et il n'a pas pu faire ce travail-là. En plus, il a dû bosser notamment pour revenir dans le premier peloton quand il y a eu la grosse chute collective, et puis c'est jamais anodin des chutes, quoi. Ça oblige à faire des efforts. Parfois, là par exemple, il aurait pu se péter le nez, la musette dans la gueule, on ne sait pas. Il y a un bout dur dans la musette, il y a une banane dans la musette ou je sais pas quoi, et puis il se prend vraiment un gros coup dans le nez et ça lui pète le nez, ou je sais pas, ou ça lui pète une dent. Donc c'est jamais agréable ce genre de choc. Et puis même l'autre chute, elle se déroule en montée, donc c'est le type de chute où tu peux te faire très mal, omoplate, clavicule, poignet, parce que quand tu tombes à l'arrêt, tu tombes vraiment de tout ton poids et ça peut faire très mal. Tu glisses pas sur le sol, donc ouais, c'est pas la journée idéale pour Thibaut Pinot. C'est une journée où il aurait pu refaire un petit peu de l'énergie, et il a consommé beaucoup d'énergie pour pas grand chose en plus, donc c'est pas top. Voilà pour Thibaut Pinot. C'est vrai que ça fait 2 jours un peu moyen pour Thibaut, donc on va voir maintenant comment il va gérer ça au niveau mental. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. Et il veut passer à la télé, celui-là. Du côté des coureurs au top, je commence avec Wout van Aert. Tranquille aujourd'hui, Wout van Aert. Hein. La même impression de facilité que Pogacar à Longwy. Pour Van Aert, c'est-à-dire au-dessus, quoi, hein, une jambe au-dessus de tout le monde. Pourtant, il se fait enfermer. Matthews lance son sprint pour moi au bon moment. Donc il y avait tout qui était bon pour Matthews, mais il a eu vraiment de très bonnes jambes. Et en plus, sans forcément, je vais être méchant, mais sans forcer plus que ça, j'ai l'impression en plus pour Van Aert. C'est-à-dire qu'il fait un sprint, mais pas des intensités non plus lunaires. Hein. Et malgré le fait qu'il soit mal placé,
Ça, bon, c'est bien en plus de s'imposer parce que c'est vrai que son équipe a quand même pas mal bossé, notamment Nathan Van Hooydonk, qui s'est mis à son service aujourd'hui. Donc ça a consommé de l'énergie sur certains équipiers qui auraient pu être utilisés pour Vingegaard et Roglic. Donc c'est vrai que pour Van Aert, c'est une belle étape. Sur le sprint, j'ai pas grand chose à dire. Euh, Parce que malgré le fait qu'il soit mal placé, il arrive quand même à gagner l'étape. Donc c'est vraiment qu'il était une jambe au-dessus de tout le monde aujourd'hui, une jambe au-dessus de Matthews. Bon, Pogacar était un peu moins au-dessus que hier et avant-hier. Et Van Aert, oui, bah, il a été tranquille aujourd'hui. Hein. Je sais même pas s'il est monté très haut au niveau cardiaque, au niveau des pulsations, parce que là, j'ai l'impression qu'il a fait son sprint hyper relâché. Il y avait une sensation de facilité pour Van Aert qui était assez saisissante. Deuxième coureur au top, vous allez voir, j'ai pas fait vraiment, je me suis pas creusé la tête pour les coureurs au top. C'est Matthews, Michael Matthews, bah deuxième. Encore un bon résultat, ça fait des points pour son équipe. 100 points déjà, hein, deux fois deuxième Michael Matthews. Et puis ça montre quand même que sur ce type de parcours-là en boss, il est toujours là. Moi je le dis, aujourd'hui Matthews n'est plus un pur sprinter, mais j'avais dit que même sur les boss, j'étais un petit peu inquiet. C'est vrai que cette année, il a quand même gagné la première étape du Tour de Catalogne face à Colbrelli. Troisième à Aesch, deuxième à Brunnen sur le Tour de Suisse. Vainqueur du maillot du meilleur sprinter, enfin du maillot vert, pardon. Septième de l'Amstel, septième de la Flèche Brabançonne, sixième du Port d'Alcudia. C'est plutôt bien ce qu'a fait pour cette année Michael Matthews. C'est surtout rassurant parce que l'année dernière ça avait été très compliqué pour lui. Il n'avait pas réussi à être performant. Et puis ça montre qu'à 31 ans, il a toujours des qualités. Alors plus de sprinter classique, mais il a encore des qualités de puncher, je dirais, Michael Matthews. Et puis c'est sa deuxième place, son troisième top 10 sur ce Tour de France. Alors certes, Van Aert est maintenant largement au-dessus au niveau du maillot vert parce que Van Aert a plus de 100 points d'avance sur Jacobsen et que Matthews a seulement 68 points. Donc 200 points de retard, c'est impossible à combler pour lui. Mais c'est quand même intéressant de voir que il a toujours des très belles qualités Matthews sur les bosses. Pour moi, c'est plus un sprinter, c'est plus un véritable puncher Matthews. Et là, il a fait un beau sprint, mais face à Van Aert, c'est vrai que ça a été compliqué. Van Aert a pas forcé son talent et pourtant Matthews, il fait un sprint au bon moment. Il fait du bon job alors que dans le final, il n'y a pas grand monde pour l'aider. Mais il était toujours très bien placé, Matthews. C'est peut-être ça aussi qui lui a manqué, c'est d'avoir un petit peu de monde dans le final. C'est vrai qu'il a dû se faire un petit peu... Enfin, il a bouffé un petit peu de vent dans le final. C'est peut-être ce qui lui manque aussi pour lancer son sprint un peu plus tôt et de pouvoir battre Van Aert qui à ce moment-là était mal placé. Et puis je termine avec Andreas Kron. Andreas Kron, quatrième. Andreas Kron, c'est un coureur quand même assez atypique. Atypique parce que je considère qu'il y a quand même très peu de jours du course qui lui conviennent. C'est un bon coureur, hein, ça c'est clair et net, mais il n'est pas suffisamment bon au sprint pour aller chercher même un Matthews, pour aller chercher des Van Aert ou ce type de coureur-là. Mais il n'est pas assez bon en côte non plus, en puncher pur, pour aller chercher des Alaphilippe, des Cosnefroy et autres. Donc il a vraiment un profil assez atypique d'un mi-puncher sprinter. Et ce qui fait qu'il arrive à faire quand même des résultats. Troisième de la première étape du Tour de Suisse, troisième du canton d'Argot, septième de l'étape 2 du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. C'est plus au Var, c'est du Var je crois maintenant. Désolé pour ce petit blocage de Bayou, de petite fatigue. Mais du côté de Kron, j'ai l'impression que c'est quand même un coureur qui n'aura pas 150 victoires dans sa carrière parce que c'est vraiment un profil atypique. Alors il y en a trois belles quand même dans sa carrière. Une étape du Tour de Luxembourg, une étape du Tour de Suisse, une étape du Tour de Catalogne. Et la dernière sur le Tour de Suisse, il avait été impressionnant. Mais c'est vrai que pour moi, il n'a pas les qualités suffisantes pour aller chercher des Alaphilippe et autres en côte. Et en sprint aussi en boss, c'est pas Sagan, c'est pas Matthews. Donc il a un peu le cul entre deux chaises. Et c'est dommage parce que c'est un bon coureur.
qui a 24 ans, qui est en fin de contrat, donc qui pourrait intéresser des équipes. Mais c'est un coureur voilà, qui doit performer sur peu de jours de course. Alors, il arrive à le faire aujourd'hui. C'est vrai qu'il se trouve assez rarement, Krohn, quand on le voit à l'avant, quand on le voit pour jouer la gagne. Là, il fait quatrième, ce qui est un bon résultat pour l'auto. Et derrière, Van Aert, Matthews, Pogacar. Donc, c'est un bon résultat. Il fait devant Bettiol, devant Thomas, devant Jungels, Vingegaard. Mais je pense qu'à un moment dans sa carrière, ça va peut-être bloquer pour Andreas Krohn, ce qui m'inquiète un petit peu, malgré ses qualités. On termine avec les flops. Du côté des flops, là aussi, on va aller assez vite. Je commence avec Dylan Teuns. C'est incroyable que Dylan Teuns soit pas dans le premier groupe aujourd'hui. J'ai l'impression que Dylan Teuns, bon, on l'a vu hier déjà à la planche des belles filles, il se fait lâcher très vite. Hein. C'est vrai qu'il il fait le pied et puis derrière il s'écroule, battu par Kemna et Geschke assez largement. Mais même là aujourd'hui, hein, Dylan Teuns, il n'y a pas la condition physique en ce moment. Parce qu'il finit 35e, Dylan Teuns à 34 secondes. Normalement, c'est le type d'arrivée qui convienne à ses qualités. C'est fou parce que sur le Tour de Suisse, non, sur le Dauphiné, pardon, sur l'étape de Chastres-Sancy, il est pas mal. Sur le Tour de Romandie aussi, c'était à Romont, voilà, c'était plus cette étape-là où il avait gagné, il avait été vraiment très bon. Mais j'ai l'impression que le pic de forme n'est plus là et que il n'a plus la même condition physique qu'au mois de mai et qu'au mois d'avril-mai, notamment quand il a remporté la Flèche Wallonne, où il avait fait vraiment des très bons résultats à ce moment-là. Il avait enchaîné vraiment les résultats. Là, voilà, la condition physique est un peu moins bonne. Le Dauphiné avait déjà pas été facile avec un abandon. 33e des championnats de Belgique. Et puis là, donc 6e comme meilleur résultat à Longwy. Mais même à Longwy, je ne l'avais pas trouvé non plus sensationnel. Et puis hier, la super planche de Belfi, très compliqué pour lui. Mais j'ai l'impression quand même que du côté de la Bahreïn, on n'a pas les résultats de l'année dernière sur ce Tour de France. Hein. Pour le moment, c'est vrai que c'est assez calme du côté de la Bahreïn. Du côté de cette formation, on les a assez peu vus. Bon là aujourd'hui il y avait Fad White dans l'échappée, mais c'est vrai que pour le général Caruso est quand même déjà très loin. Ils ont perdu Jack Haig sur chute, Dylan Teuns qui est pas en très grande condition physique, ils ont pas de sprinter. C'est vrai que c'est beaucoup de paramètres qui me font penser que du côté de la Bahreïn c'est pas top et c'est pas des grands résultats pour le moment. Ce qui fait que c'est fou, mais depuis 10 jours, on parle plus de la Bahreïn au niveau dopage. À part, même Voyer n'en parle plus, parce que là en ce moment, Monsieur Voyer est sur le cas Pogacar, en donnant des informations en l'air, bien entendu, sans preuve scientifique, sans rien, parce que, entendu, c'est Monsieur Voyer aussi. Hein, s'il y avait de la manière de réfléchir, ça se saurait. Moi aussi, je peux balancer que tel ou tel coureur est dopé, hein, sans aucune preuve. C'est facile de le faire. S'ils mettaient autant d'énergie à trouver des preuves que ces coureurs-là sont dopés, ça ferait peut-être avancer un peu plus le Schmidblick. Expression de vieux, faire avancer le Schmidblick. Mais du côté de Dylan Teuns, c'est vrai que c'est pas top. C'est pas top en termes de résultats. Et puis on passe au deuxième coureur flop, c'est Meintjes. C'est dommage de Meintjes de perdre du temps. Il était pas bien placé pendant toute la montée. Dès le début, hein, même avant le pied, il était pas bien placé. Et ensuite, il était toujours à l'arrière du groupe. Et à un moment, ça a cassé. Pour Luis Meintjes, c'est dommage parce que c'est pas un mauvais coureur. Meintjes, c'est pas un mauvais grimpeur. Surtout, il a retrouvé vraiment une très bonne condition physique cette année. Avec notamment sa victoire en Italie. Je sais plus c'était sur quelle course. Mais du côté de Meintjes, ça m'énerve parce que c'est un coureur qui pourrait tellement faire, je pense, des meilleurs résultats si il progressait une chouille en contre-la-montre. Je sais que tu peux pas être bon en contre-la-montre, de là à perdre le temps qu'il perd habituellement sur le contre-la-montre, c'est dommage. Alors cette année, il fait un très bon contre-la-montre à Copenhague, puisque c'est vrai qu'il finit à 24 ou 26 secondes. Le problème, c'est que 3 jours après, il perd 40 secondes. Donc il perd tout l'avantage de ce bon contre-la-montre. Et puis là, aujourd'hui, 7 secondes de perdu. C'est dommage parce que en montagne, c'est un bon coureur. C'est un coureur qui est pas mal.
Menties, c'est bon, hier il a un peu souffert, mais c'est un coureur qui a des qualités. Mais c'est vrai que il est maintenant 22e, il va avoir du mal à jouer le général. Et ça me frustre tout le temps parce que c'est un coureur qui pourrait tellement être mieux s'il faisait un peu moins d'erreurs, juste un peu moins d'erreurs. Et aujourd'hui, c'est un coureur qui mange beaucoup trop de vent. Là, on voit, il finit pas très bien dans la montée. Et ce qui fait que d'un mec qui pourrait être au niveau de Vlasov en termes de temps, je pense au bout de 2-3 jours enfin voilà, au bout d'une semaine de course, il se retrouve à 4 minutes de Vlasov et avoir peu de possibilités au niveau du général, quoi. Et c'est frustrant parce que c'est un bon coureur, mais c'est un problème de tactique de course, d'intelligence de course, je pense, peut-être parfois du côté du coureur. Et puis j'ai mis Israël pour finir. Pourquoi Israël? Parce que Woods, on a beaucoup vu quand même les Israël un petit peu à l'avant de la course. Dans les 10 derniers kilomètres, Woods fait 17e. Et puis Fuglsang, son échappée, elle lui coûte cher à Fuglsang parce qu'il n'arrive vraiment pas à retrouver des très bonnes jambes, le coureur danois. Donc c'est vrai que d'une équipe qui normalement aujourd'hui aurait dû être aux avant-postes, alors c'est vrai qu'il leur manque aussi Daryl Impey, hein. C'est vrai que sur cette étape-là, Daryl Impey, il aurait pu faire également un bon résultat, mais c'est vrai qu'avec Woods et Fuglsang, tu te dis, normalement il y avait moyen de faire au moins top 8 aujourd'hui et ils font pas top 8 et donc c'est une déception. Je trouve que Woods en passant, alors pourtant je l'ai mis en top pour demain, hein, mais je trouve que Woods, ça fait depuis quelques temps qu'il n'y a pas de grands résultats. Je trouve que son année 2022 est pas faux folle. À part la route d'Occitanie que j'ai pas regardé et la Mercantour classique, mais c'est vrai que moi les courses auxquelles je l'ai vu participer, j'ai pas trouvé que c'était incroyable. C'est vrai que sur la classique ardennaise, bon, il fait 6 et 10, mais c'est pas, enfin, sans non plus être hyper acteur de la course. Sur le Tour de Catalogne, bon, il abandonne assez tôt. Sur le Tour du Pays Basque, on l'avait très peu vu pendant la course. Moi, j'aimerais que du côté de Michael Woods, il y ait un peu plus de résultats quoi, cette année. Mais il a aussi 35 ans, hein, donc là, je commence à avoir des effets, même si c'est un coureur qui n'a que 10 ans de carrière. C'est un coureur qui a quand même 35 ans. Mais c'est dommage aujourd'hui de ne pas avoir réussi à accrocher le bon wagon pour la gagne. D'être 17e, ça aurait pu faire beaucoup mieux. Demain, étape du côté de Châtel, on va requitter la Suisse pour atteindre les Alpes françaises et on aura notamment un début de deuxième semaine qui sera compliqué, mais cette première étape, je la sens pas, cette première étape dans les Alpes. J'ai pas l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses. Après, je me trompe peut-être. Et le parcours m'intéresse pas des masses. Donc demain, présentation de cette étape à 7h30, débrief peut-être très tard parce que l'étape doit arriver entre 17h30 et 18h, donc on verra comment ça va se passer. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et ciao ciao sur la meilleure production.